Bonjour, je remercie les organisateurs de ce 10e congrès de la vision de Rabat pour m'avoir invité à parler de la chirurgie réfractive cornéenne. Alors, je vais vous parler des différentes techniques et de des avantages et des indications de chacune d'entre elles. Tout d'abord, la chirurgie réfractive, c'est un ensemble de techniques chirurgicales qui est destiné à corriger les amétropies, c'est-à-dire les myopies, les hypermétropies, les astigmatismes et la presbytie. Elles peuvent être de siège soit cornéen, soit intraoculaire. Quand ces techniques sont de siège cornéen, il s'agit de la PKR, du LASIK, du SMILE et des implants cornéens de type Camera, dont on ne parlera pas ici. Ces techniques de chirurgie réfractive peuvent être intraoculaires, c'est-à-dire il y a l'ablation du cristallin clair, l'implant artisan et l'implant ICL, qui sont destinés à combler les insuffisances des techniques cornéennes. Donc, c'est une technique de chirurgie réfractive qui est extrêmement populaire car elle est précise, sûre, confortable et facile. C'est une technique de soustraction tissulaire cornéenne par photoablation. Et à ce jour, il y a eu au moins 120 millions de procédures, 4 millions par an de procédures en Europe et 3,5 millions de procédures par an aux États-Unis. On va parler un peu d'historique. En 1200, sont apparus les premiers vers sphériques divergents et convergents. En 1800, ce sont les vers cylindriques et sphéro-cylindriques. En 1989, le premier laser excimer. En 1992, le microkératome. Et en 2003, le laser Phantosbond. Le principe, on va traiter une myopie ou une hypermétropie, c'est-à-dire on va traiter un œil qui est trop long, un œil qui est trop court, et on va corriger donc cette amétropie en modifiant les rayons de courbure antérieure de la cornée par photoablation tissulaire stromale. Nous avons 3 techniques à notre disposition, la PKR, le LASIK et le SMILE. Nous allons parler des indications, des contre-indications et des complications de chacune. Avant tout, il faut un examen ophtalmo. Il faut faire une réfraction avec essence dilatation, une tonométrie, un examen à la lampe passante, un verre à 3 miroirs. Il faut noter le diamètre pupillaire. Il faut noter la présence d'une énophtalmie, d'une fente palpébrale étroite, d'un nystagmus ou d'une vascularisation limbique. Il faut rechercher des antécédents d'herpès, de sécheresse oculaire, d'uvéite et rechercher des troubles phoriques. Ensuite, il faut faire un examen qu'on appelle la pachymétrie, qui consiste à mesurer l'épaisseur cornéenne. Et il ne faut jamais faire de LASIK sur une cornée de moins de 490-500 microns. Il faut voir la position du point le plus fin par rapport au centre. Il faut faire un mapping épithélial au cas où l'on veut faire une PKR. Ensuite, c'est le deuxième examen, la topographie aberrométrie. C'est le meilleur examen diagnostique de la face antérieure de la cornée. Il permet d'éliminer un kératocone, il permet de poser une indication, de choisir un profil d'ablation, de surveiller une évolution, de comprendre les complications et de décider aussi d'une reprise. Il est associé à des logiciels de détection automatique des kératocones et d'analyse cornéenne. Il permet des photoablations guidées par le front d'onde qui visent en théorie à corriger les aberrations optiques. Donc, couplé au laser, elle va permettre des traitements personnalisés des types Finalfit chez Nidec, Osaoptix chez Roche et Lamb ou Costamio. Une fois ces examens faits, c'est-à-dire l'examen ophtalmo complet, la topographie aberrométrie, l'étude de la sécrétion lacrymale, la pachymétrie, la décision chirurgicale va être prise. Ce sera soit une PKR, soit un LASIK, soit un SMILE. La PKR consiste à traiter directement le stroma après avoir fait une désépithélisation. Le LASIK consiste à faire un flap, soulever le flap et traiter à la partie superficielle du stroma, et le SMILE est destiné à traiter la partie moyenne du stroma directement. La PKR tout d'abord. La PKR aux photokératectomie réfractive, elle repose sur la délivrance d'une correction réfractive à la surface du stroma cornéen, après retrait de l'épithélium cornéen superficiel. Elle ne requiert pas donc la découpe d'un capot, contrairement au LASIK. Il existe 2 types de PKR. Tout d'abord, la PKR classique. Cette ablation épithéliale peut se faire avec une brosse, avec de l'alcool ou un scarificateur. C'est ce qu'on appelle la PKR mécanique. Et là, je vous passe une vidéo d'une PKR mécanique qui se fait avec une brosse. On humidifie la cornée après avoir mis de la novésine. Et puis, on met la brosse. C'est une brosse qui va tourner très vite, qui va arracher l'épithélium.
qui va donner une zone circulaire de désépithélisation. Elle n'est pas parfaitement précise, comme vous voyez. Elle est légèrement décentrée parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Et puis, avec un scarificateur, on continue après à désépithéliser ce qu'on veut désépithéliser. Et surtout, on s'assure qu'il ne reste pas de reliquats épithéliaux sur le stroma. On assèche. Voilà. On assèche, on s'assure bien que c'est bien sec. On passe ensuite à la reconnaissance syrienne. Et le laser va démarrer. Là, c'est une myopie de moins 5,2. On a mis une zone optique de 6 et on fait une PKR car la pachymétrie de 475. Voilà, le traitement a été fait. On arrose pour refroidir rapidement. Comme c'est une myopie de moins 5,2, on va mettre un peu de mitomycine pour éviter les haze et les régressions. Voilà, la mitomycine se trouve dans une éponge. Voilà, c'est un peu accéléré ici. On lave ensuite. On met, une fois lavé, on met un antibiocorticoïde. Et on va mettre une lentille qui va rester en place 4 à 5 jours. Voilà. Cette photoablation épithéliale peut se faire aussi avec un laser excimer. C'est ce qu'on appelle la PKR 100% laser. On va faire 3 étapes. Une première étape qui est l'ablation épithéliale, une deuxième étape qui est l'ablation stromale, et puis une troisième étape, le polissage stromal. Voici en vidéo comment ça se passe. Vous avez l'écran du laser, on choisit Transépi. On choisit une zone optique de 6 mm. On lance le protocole de reconnaissance syrienne. C'est une myopie de moins 6. On va traiter avec une zone optique de 6. La pachymétrie était à 505 et le stroma résiduel va être à 562. Donc, reconnaissance syrienne. Et vous voyez la première étape qui est l'étape épithéliale. On va photoablater sur 54 microns. Vous voyez les impacts bleu ciel. Quand on photoablate l'épithélium, c'est des impacts bleu ciel. Et là, on va photoablater le stroma, deuxième étape. Ce sont des impacts bleu foncé. Donc, on arrive à faire la distinction entre l'épithélium et le stroma grâce à cette couleur bleue qui change. Et la troisième étape, qui est l'étape de polissage, qui permet d'avoir un stroma beaucoup plus lisse, qui va permettre au néo-épithélium de mieux se coller et ainsi diminuer les haze et donner moins d'aberrations. Là, on va appliquer de la mito de façon plus stricte. Alors, la mitomycine est appliquée 10 secondes toutes les dioptries. Ici, pour une patiente de 6 dioptries, nous allons appliquer la mitomycine pendant 60 secondes. La mitomycine permet d'éviter les régressions, d'éviter le haze, mais elle entraîne malheureusement un petit retard de cicatrisation qui n'est pas extrêmement gênant. Voilà, c'est bon. On va laver. On va mettre une lentille et c'est terminé. On peut faire cette transsépie sans blépharostat. C'est tout à fait faisable. Là, vous voyez, on tient les paupières avec les mains et ça se passe très très bien chez la majorité des patients. Ça évite parfois de les traumatiser. Voilà. Donc voilà, l'étape de photoablation épithéliale a commencé. Voilà. Et vous voyez les impacts bleu clair dont je vous parlais. Alors, quelles sont les indications de la transsépie? Tout d'abord, ce sont les contre-indications du LASIK, c'est-à-dire toutes les contre-indications du LASIK
qui sont dus à une pachymétrie basse, inférieure à 500, c'est une indication de transépie. On fait des transépies jusqu'à 450 microns. Parce que si on fait des lasiques au-dessous de 500 microns, on a un risque ectasique. Quand il y a des opacités cornéennes aussi, on préfère faire une transépie parce qu'il risque d'y avoir des ponts avec le femtoseconde. Quand on a des sujets ophtalmes, il y a une succion difficile, on peut avoir des lâchages de succion à lasique, donc on fait en transépie. Quand on a un patient stressant ou un patient stressé qui a des difficultés à fixer la mire, on préfère faire des transépies. Et quand on a des reprises de lasique tardives, on préfère faire une photoablation dans le flap en transépie. Quand on fait une photoablation dans le flap, on n'affaiblit pas le stroma et on a moins de risque ectasique. Et c'est une excellente indication que les reprises de lasique tardive où on préfère ne pas soulever un capot qui a 2, 3 ou 4 ans. Quels sont les inconvénients de la transépie? Bien sûr, c'est la douleur. La douleur peut osciller entre 24 et 48 heures. La photophobie, 5 jours, jusqu'au jour de retrait de lentilles qui est entre le 4e et le 5e jour. Et le délai de récupération visuelle qui est progressif à partir du 4e jour et qui peut aller jusqu'au 20e jour. Les avantages, c'est sécurité, simplicité, rapidité et économie. Les complications, c'est le haze. Il faut faire attention au soleil. Le soleil est le principal générateur de haze. Les retards de cicatrisation, il faut faire attention aux AINS que l'on donne. Les régressions, il faut mettre de la mitomycine pour les éviter. Et les sous- et surcorrections par défaut d'évaluation de l'épithélium cornéen, il faut faire un mapping épithélial pour ajuster la partie épithéliale à photoablater. Deuxième technique, c'est le LASIK. Le LASIK nécessite la réalisation d'un volet ou d'un flap pour mettre à nu le stroma qui recevra la photoablation par le laser excimer. La réalisation de ce flap, elle peut se faire soit avec un microkératome mécanique, soit avec un laser femtoseconde. Alors avec le microkératome, c'est une machine qui permet la découpe d'un volet cornéen par clivage mécanique. C'est une sorte de lame qui vibre dans le stroma. C'est un rabot automatique qui fait des volets de 120, 140, 150, 160 microns d'épaisseur. En réalité, il n'est pas parfaitement précis. L'épaisseur du flap dépend en réalité de la kératométrie du patient. Quand il a un cornée très bombé, le volet est plus fin que prévu. Et quand il a une cornée un peu plate, le volet est plus épais que prévu. Et on peut choisir des diamètres de 8,5 ou de 9,5 mm. La charnière peut être supérieure ou nasale et c'est pratiquement abandonné. On n'utilise plus beaucoup de microkératome, il est de plus en plus désuet. Alors, comme nous n'avons pas de vidéo, je vous passe une animation. Voilà, on fait un petit volet avec la lame vibrante. Et puis, on soulève. C'est une machine qui nous a permis de travailler plusieurs années et qui nous a permis de passer du tout PKR au LASIK. Ensuite est arrivé le femtoseconde en 2003. Et c'est un laser qui permet de réaliser un volet cornéen sans faire de découpe mécanique. Il va faire une photodissolution qui crée une ablation tissulaire par vaporisation dans une bulle de diamètre de 2 à 5 microns. Les volets sont plus fins, de 90 à 110 microns. Les volets sont plus larges, jusqu'à 9 mm et demi. Les complications sont exceptionnelles. C'est le standard actuel. Là, je vous passe une image d'un femtoseconde intralase. Vous avez une vue supérieure à partir des oculaires. Là, il est en train de creuser entre l'épithélium et le stroma. Et là, il est en train de découper le pourtour. Voilà. Soulever le flap est relativement facile. On peut le faire de différentes façons. Là, on le décroche avec un crochet, puis on peut le soulever à la pince. On peut utiliser différentes techniques pour le flap. Là, je vous présente un flap au laser Victus qui est nettement plus évolué pour faire des flaps. Alors, vous voyez le flap en 2 dimensions. Sur l'OCT, vous voyez ici la découpe se faire. Vous pouvez la suivre en 2 plans. La découpe se fait ici. Voilà. Et ça, c'est un flap avec un laser Victus 110 microns. Une fois que l'on a fait la découpe, on passe sur le laser excimer qui va, lui, faire une photoablation stromale et traiter la métropie. C'est un laser pulsé de 193 nanomètres qui fait des excisions tissulaires de 0,25 microns à 2 microns par impact.
Il peut être doté d'un balayage par fente, comme le Nidec, ou par spot mobile, comme tous les lasers actuels. Il est pourvu d'un œil tracking, de cyclotorsion et de reconnaissance sérielle. Il y a des logiciels informatiques qui permettent de faire de nouveaux profils de photoablation asphériques personnalisés en fonction de la barométrie. Il nécessite une maintenance qui est lourde, un environnement irréprochable. Alors, comment se passe l'intervention? Ça se fait en ambulatoire, sous anesthésie topique, de façon bilatérale. Il n'y a pas de pansement post-opératoire, pas de l'antithérapeutique post-op comme pour la PKR. Et on donne un traitement antibiocorticoïde local pendant 7 jours et un agent mouillant pendant 1 mois. Alors, je vous passe un LASIK là. C'est un LASIK qui va traiter un astigmatisme de moins 3,25, 173 moins 3,25 avec une petite sphère de moins 0,25. Et on va utiliser une zone optique de 6,50. Tout d'abord, la reconnaissance syrienne. Donc, le laser a reconnu l'œil. Et ensuite, première technique, on décroche un peu le passage et on ouvre un peu sur le côté, clac, et puis on passe au milieu et on décolle le tout. Voilà. On soulève le flap et puis on éponge. Ici, on n'est pas obligé d'éponger. On va le faire quand même, on n'est pas obligé d'éponger parce que le stroma est déjà sec, il n'a pas du tout été mouillé. Et puis, il va venir l'étape de photoablation stromale qui va durer 8 secondes. Elle va démarrer de suite. Voilà, j'appuie sur la pédale, c'est parti. La caméra infrarouge permet de surveiller le centrage. C'est terminé. Donc, on va arroser. On arrose. Et on remet le flap. C'est totalement indolore. On met une petite goutte d'antibiocorticoïde dans l'interface, c'est ce que je fais pour éviter les SOS syndrome. Et puis on chasse l'eau qui se trouve entre le flap et le stroma. Voilà, et puis c'est terminé. Alors il y a différentes techniques pour décoller un flap. Reconnaissance syrienne. Voilà, ici. Voilà, on rentre directement ici, hop. On décolle, voilà. On peut décoller d'un coup aussi. Le flap du femtoseconde est plus difficile à décoller que le flap du microkératome parce que le microkératome a un flap qui est déjà intégralement coupé, alors que le flap du femtoseconde est un flap qui est pré-découpé et il faut donc passer un instrument au niveau de l'interface pour que le volet devienne mobile. Là, on va passer d'un coup, on va ouvrir le flap d'un seul coup. Voilà. Donc, toutes les techniques sont bonnes. Voilà. Alors, je vous montre cette petite vidéo pour vous montrer qu'effectivement, le laser femtoseconde dégage du gaz, des bulles de cavitation. Et là, quand vous regardez bien, on se retrouve dans la chambre antérieure avec des petites bulles, toutes petites. Je vais vous les grossir. Elles ne sont pas gênantes du tout pour le traitement, mais elles peuvent perturber un peu l'œil tracker. Vous voyez cette petite bulle là au milieu. Il y a deux petites bulles. Voilà, des petites bulles qui sont là. Alors, les indications du LASIK, c'est les myopies inférieures à 10 dioptries, les astigmatismes inférieurs à 5 dioptries, les amétropies stables depuis 2 ans, les patients de 20 ans ou plus, les hypermétropies inférieures à 6 dioptries, et c'est déjà très généreux, 6 dioptries. Les contre-indications absolues, c'est le kératocone et la dégénérescence marginale pellucide, la kératite sèche, la métropie évolutive, les cornées fines, l'inflammation oculaire évolutive, les connectivites actives, les vascularisations cornéennes stromales et les infections aiguës locorégionales. Les contre-indications relatives, c'est l'herpès. On pourra dire relative ou absolue, selon les opérateurs. Les cornées trop plates quand on traite une myopie, parce que ce sera inefficace, ou alors trop bombées pour l'hypermétropie. Et puis, il faut éviter les patients qui risquent de poser quelques problèmes, les exigeants, les tatillons, les psychiques, les avocats. Les complications péropératoires du microkératome, du laser femtoseconde et du laser excimer sont différentes. Et en post-opératoire, il y a des complications immédiates et tardives. Alors, pour celle du microkératome, comme le microkératome est abandonné, c'était les volets de mauvaise qualité qui pouvaient être petits, décentrés, incomplets ou déchiquetés, les capots libres, les buttonholes.
Pour le laser femtoseconde, c'est parfois des difficultés de clivage avec des ponts tissulaires, les lésions du volet qui sont souvent dues à l'opérateur et la persistance de bulles de cavitation, comme je vous ai montré, qui gênent l'œil tracker. Les complications péroques du laser excimer, c'est les erreurs de programmation, les traitements sur une cornée humide. C'est l'eau qui va absorber le traitement laser et donc le patient va être corrigé. Les fluences variables qui sont dues à des défauts de calibrage, des mauvais environnements de la salle, l'usure des miroirs et de la tête ou les mélanges gazeux qui ne sont pas conformes, ça nous est arrivé, c'est pour ça qu'on le décrit. Les décentrements qui sont des défauts qui peuvent provenir de l'œil tracker ou de la mauvaise position de la tête. Les complications post-opératoires, c'est les plus importantes. Il y a les sous- et surcorrections, et ça nécessite des reprises. Les régressions par hyperplasie épithéliale, ça nécessite des reprises. Les plis du capot, il faut les traiter précocement. Soulever le capot, nettoyer. Les SOS syndrome, c'est une urgence, stéroïdes plus lavage. Les invasions épithéliales, si elles ne touchent pas la zone visuelle, on les surveille simplement, ou alors on peut les détruire au laser IAG. Les infections, c'est exceptionnel mais possible. La sécheresse oculaire, c'est la principale complication du LASIK. Heureusement, elle est transitoire dans la majorité des cas. Les halos et les aberrations, quand on travaille avec des petites zones optiques et des petites zones de transition, avec les nouveaux profils de photoablation, on en a beaucoup moins. Et la plus grave de toutes, c'est l'ectasie cornéenne qui survient lorsque on traite soit un kératocone, qui est passé inaperçu, soit lorsqu'on ne respecte pas les précautions habituelles de sécurité pour la pachymétrie. Voici un SOS syndrome. Voici un SOS syndrome. Un SOS syndrome plus évolué. On voit déjà qu'il y a une petite nécrose du stroma avec des petits plis qui commencent au niveau de l'épithélium. Un SOS syndrome, et voilà. Là, vous avez une invasion épithéliale au milieu. Et le reste, c'est des SOS syndrome. L'ectasie, c'est la hantise de tout chirurgien réfractif. Donc, dépister le kératocone, traquer le kératocone avant toute chirurgie réfractive cornéenne. Je vais donc vous parler maintenant de la troisième technique qui est le SMILE. Le SMILE est une technique de chirurgie donc réfractive cornéenne qui est permise par un laser femtoseconde Visumax de Zeiss. Ce laser va réaliser une prédécoupe d'un lenticule réfractif intrastromal. L'extraction de ce lenticule peut se faire soit avec la réalisation d'un capot, ce que l'on appelle le flex, qui est proche donc du LASIK, soit avec une petite incision sans faire de capot. Et c'est ce qu'on appelle le SMILE, et c'est l'intérêt de cette technique. Voici une petite animation. Donc, le laser va dessiner le lenticule en intrastromal. Et puis, après, il va dessiner la petite ouverture qu'on appelle le SMILE, parce qu'elle ressemble tout simplement à un sourire. Voici la vidéo du laser Zeiss. Le laser va commencer d'abord par découper la face profonde du lenticule. Cela va démarrer incessamment. Voilà, ça démarre. Donc, cette découpe est centripète. Donc, le centre, c'est la face profonde du lenticule. Et puis, le laser va partir dans l'autre sens pour découper la face superficielle de ce lenticule. Voilà. La face supérieure, superficielle, étant un peu plus étendue que la face profonde. Et puis, il dessine l'ouverture, qui est le SMILE à la partie supérieure de la cornée. Comment ça se passe après sous le microscope? Donc, on ouvre la petite ouverture. Et puis, on va décoller le lenticule, la face supérieure, la face inférieure, et retirer ce lenticule. Alors, tout le problème du SMILE vient de cette difficulté à décoller le lenticule dans toute son intégralité. La majorité des petites complications survenant dans le SMILE est due à cette difficulté de décoller le lenticule dans son intégralité sans abîmer ni la partie superficielle de la cornée, ni la partie profonde. Et là, vous voyez, c'est quand même un peu laborieux. Voilà.
Donc, le smile a des avantages. Il donne donc beaucoup moins de syndrome sec que le LASIK. Il n'y a pas de déplacement de capot, puisqu'il n'y a pas de capot. Il y a moins de halo post-opératoire. Et on utilise une seule machine en réalité, un seul laser, pas un laser excimer, un laser femtoseconde. C'est uniquement un laser femtoseconde dans ce cas-là. Les inconvénients, c'est qu'il y a une récupération plus lente. Les reprises sont extrêmement compliquées. Il n'y a pas de traitement personnalisé, il n'y a pas de cyclotorsion, il n'y a pas de traitement hypermétropique ou de traitement multifocal pour la presbytie. Et la majorité des problèmes surviennent lors de la dissection et de l'extraction du lenticule. Les contre-indications du SMILE sont les contre-indications du LASIK, bien sûr, avec en plus les opacités stromales. Les indications, ce sont les myopies de moins 0,75 à moins 10, l'astigmatisme de moins 0,50 à moins 4 et les pachymétries supérieures ou égales à 500 microns. La meilleure des indications, bien sûr, c'est le LASIK avec syndrome sec modéré. Alors, je vous montre des images qui n'ont pas de rapport avec la chirurgie réfractive, mais je vous montre ce que peut faire un laser excimer. Traiter une kératite en bandelette, voilà, par le protocole PTK, ça s'appelle. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Il ne faut pas oublier, une fois qu'on a fait un laser excimer à LASIK, il faut savoir qu'on a aminci la cornée et qu'il faut corriger la tonométrie en fonction de la nouvelle pachymétrie. Il faut utiliser les formules spéciales pour le calcul d'implant lorsqu'on opère des LASIK de cataracte. Et il faut savoir que les méthodes de chirurgie réfractive ne se limitent pas au LASIK. Les implants réfractifs permettent de combler les insuffisances de cette technique. Artisan et ICL. En conclusion, la chirurgie au LASIK présente un excellent rapport bénéfice-risque compte tenu des très rares complications graves irréversibles ou inaccessibles à un traitement efficace. Les patients disent tous la même chose le lendemain, ils sont satisfaits et ils disent « c'est magique ». Merci pour votre attention. Là, je vous montre une photo où c'est moi qui suis allongé. C'était en 1998. J'étais sous un laser Nidec avec un microkératome qui était un ancetome. Et le monsieur aux cheveux bouclés, c'est le docteur Alain Agèche qui m'avait opéré d'une myopie de moins 5,25 et moins 5,75. C'était il y a 22 ans. Merci beaucoup de votre attention.